Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part dans l'Utah, à North Ogden, c'est aux États-Unis. Et North Ogden, c'est une petite ville qui est située à 40-45 minutes de voiture d'une autre ville qui est un peu plus connue, qui s'appelle Salt Lake City. Vous avez déjà dû entendre parler de cette ville, notamment parce qu'il y a eu plusieurs meurtriers là-bas. Alexis Lexi Michelle Rasmussen naît le 24 janvier 1995. C'est la fille de Dawn Mira Housekeeper et Kirk Rasmussen. Elle a deux frères, Seth et Dylan, et une sœur, Isabelle Mira. Elle s'entend très bien avec ses frères et sœurs. Elle a une enfance qui est heureuse, qui est calme. Elle, ce qu'elle adore, c'est lire, jouer, découvrir des nouvelles choses. Elle est très curieuse, elle s'intéresse à plein de sujets différents. Elle est créative, elle a toujours plein d'idées qui lui viennent en tête. Et un domaine qui l'intéresse plus particulièrement, c'est le domaine de la mode. Comme la mode va très souvent avec le shopping, c'est une activité qu'elle fait beaucoup et elle le fait avec ses amis. Ce qu'Alexis aime, c'est acheter des nouveaux vêtements, essayer de combiner des tenues ensemble, être un peu fashion. Mais le problème avec ça, c'est que ça coûte cher. Et l'argent, elle en a pas vraiment. Donc elle se décide de prendre un petit boulot à côté de ses études, à côté de l'école. Elle essaie de trouver des parents qui cherchent une babysitter. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Dea et Eric Millerberg et en 2011, elle devient la babysitter de leurs deux enfants. Eric Millerberg est âgé de 36 ans et il est membre d'un gang suprémaciste blanc qui est connu sous le nom de Silent Aryan Warriors. Lui, entre 1997 et 2006, il est allé plusieurs fois en prison pour des cambriolages, port d'armes à feu et non-respect des ordres de la police. Selon Casey Peterson, qui est un autre membre du groupe auquel Eric Millerberg fait partie, Monsieur Millerberg aurait pour habitude d'initier les jeunes adolescents et les jeunes adultes à la drogue, plus largement à toutes les substances illicites qu'il pourrait essayer. Casey Peterson a même déclaré qu'Eric Millerberg se considérait comme étant le gardien du troupeau. En fait, pour lui, c'était très important que ce soit lui qui aide les adolescents à prendre de la drogue afin qu'ils n'aillent pas ailleurs et qu'ils n'essayent pas par eux-mêmes. Le mieux serait quand même de ne pas les initier du tout à ça. Voilà, c'était le tuto Millerberg sur comment manipuler et abuser des mineurs. Je sais pas trop si Alexis était au courant de toutes ces informations quand elle a commencé à être la babysitter de ce couple. Quoi qu'il en soit, leur relation donc, entre Alexis et le couple Millerberg évolue petit à petit, puisqu'au fil des semaines, ils ont entièrement confiance en elle, et puis c'est réciproque, elle a aussi confiance en eux. Ils l'appellent affectueusement Lexi, et selon elle, Dea et Eric Millerberg sont le couple parfait. Elle les admire, elle adore leur style de vie, en fait, elle aimerait avoir ce qu'ils ont. Alexis, à ce moment-là, elle a 16 ans et elle se met progressivement à adopter le même style de vie qu'eux. Ce n'est pas très sain, même ce n'est pas sain du tout, puisque quand je parle de style de vie, vous vous en doutez certainement, mais il y a de la drogue qui rentre en compte. Elle se met à plonger dans la drogue et pas seulement, puisqu'elle va aussi vendre de la drogue avec l'aide de Dea. Elle en vend même à ses amis proches. Au début, ce sont des drogues qui sont considérées comme drogues douces. Et au fur et à mesure, elle s'intéresse aux drogues dures, c'est-à-dire à la méthamphétamine et à l'héroïne. Au début, le couple refuse de lui donner ces drogues-là, puisqu'elle est trop jeune. Au fur et à mesure, il cède, et donc elle goûte à ces drogues-là. Et ce qui n'est pas très bien, c'est qu'il y a des fois, il ne la paye même pas en dollars, il la paye en drogue ou en médicaments, avec par exemple du Xanax. Selon Brenna Kane, qui est une très bonne amie d'Alexis, elle aurait même eu des relations sexuelles avec le couple marié. Bien sûr, en plus de lui donner de la drogue, Eric Millerberg lui enseigne aussi la manière de prendre cette drogue. Je vous ai posé un petit peu le décor, donc on a notre protagoniste, Alexis, qui est donc une adolescente qui a 16 ans et qui est la babysitter d'un couple marié composé de Dea et d'Eric Millerberg. Ce couple-là a 2 enfants. Nous sommes en 2011, plus précisément le 10 septembre 2011. Le couple Millerberg appelle Alexis pour qu'elle vienne chez eux garder leurs enfants le temps qu'ils aillent faire des courses pour l'anniversaire de leur fille. Elle accepte, elle vient chez eux et elle se rend très vite compte
qu'au final, leur appel c'était une excuse. À aucun moment, ils n'avaient besoin d'elle pour garder les enfants. Ils voulaient juste qu'elle vienne passer la soirée avec eux, et notamment parce qu'ils avaient une idée en tête. Eric Millerberg lui propose de tester un mélange de drogue. Il lui dit « Écoute, je te propose de te faire tester un truc, je vais t'injecter des drogues à 2 endroits différents, et comme ça on va voir comment tu réagis, parce que habituellement, elle ne se les injectait pas forcément, et donc là, il veut lui faire tester. Une première injection avec de l'héroïne, et une deuxième, voire une troisième injection avec de la meth, dans le cou et dans le bras. Elle accepte, il lui injecte les drogues, elle commence un petit peu à planer, le couple eux aussi, ils se droguent, et puis tous les 3, ils essayent d'avoir une relation sexuelle. Cependant, ça fonctionne pas. Ils sont trop drogués, ça marche pas. Mais c'est pas très grave. La soirée avance, ils planent tous les 3, ils se sentent bien, sauf que petit à petit, Alexis, elle leur dit c'est bizarre, j'ai froid, je tremble, je me sens pas très bien. Donc ce qu'ils font, les Millerberg, c'est qu'ils lui disent écoute, on va te faire un bain chaud, comme ça tu vas te réchauffer dans le bain, et puis après ça ira mieux. Le problème, c'est que quand elle sort du bain, elle a toujours froid, elle se sent pas bien. Donc Eric Millerberg lui dit écoute, va te coucher, tu verras, ça va passer. Ils fument une cigarette, ils restent un peu dehors, puis ils reviennent. Et lorsqu'ils reviennent, ils vont vérifier que tout va bien, qu'elle s'est endormie, si jamais elle a froid, lui remettre une couverture, enfin voilà, ils vont vérifier que ça va. Quand ils arrivent dans la chambre, ils se rendent compte que c'est bizarre, hein, mais elle a pas l'air très très vivante en fait. Elle a l'air même plutôt morte. Alexis est inconsciente, elle ne respire plus. Déa, qui est infirmière, essaye de la réanimer, elle fait tout pour, mais rien ne marche, rien n'y fait. Alexis, elle est immobile. Et en plus de ça, ils se rendent compte qu'il y a une sorte de mucus qui sort de sa bouche. Pas bon signe. Au même moment, sa mère Dawn ignore tout de ce qu'il se passe. Elle était bien évidemment au courant que sa fille partait chez les Millerberg pour garder leurs enfants, mais c'est tout. Elle avait un peu échangé avec sa fille pour savoir si elle était bien arrivée, si tout se passait bien, et les derniers messages qu'elle a échangés avec elle se sont arrêtés vers 23h30, heure à laquelle elle a dit à sa fille écoute, il est tard maintenant, donc reste dormir chez eux, c'est plus prudent et tu rentres demain matin. Donc, le soir même, elle ne s'inquiète pas plus. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle commence à s'inquiéter, puisque sa fille, elle est toujours pas rentrée. Elle part à sa recherche et naturellement, elle se rend chez le couple. Quand elle arrive, ils lui disent on sait pas où est-ce qu'elle est passée. Elle est partie hier un peu avant minuit, elle a été rejoindre un de ses amis, mais elle a pas dormi chez nous. Bon, c'est un peu bizarre quand même cette histoire. D'autant plus que l'ami en question qu'elle aurait apparemment rejoint, ils se sont bien échangé des messages, mais à aucun moment il était question qu'ils se rencontrent le soir. Dawn n'attend pas plus que ça, elle se rend au poste de police pour ouvrir un dossier de disparition. C'est là où le couple n'a pas été très malin, puisqu'ils ont donné le nom de cet ami et donc forcément les policiers ont interrogé l'ami en question. C'est comme ça qu'ils ont su qu'elle n'avait pas l'intention de le rejoindre. La police n'attend pas plus que ça, ils demandent un mandat de perquisition qui est validé et qui est émis par le tribunal d'Ogden. Dès qu'ils rentrent dans la maison, ils sont choqués de ce qu'ils voient. Déjà sur une partie de la maison, il y a de la moquette qui a été enlevée, arrachée. Ils fouillent partout et dans leur fouille, ils remontent jusqu'à un véhicule que Eric Millerberg avait vendu à un particulier. Il se décide à aller rendre visite à ce particulier pour aussi passer la voiture au crible. On ne sait jamais. Là encore, il remarque que la moquette de la voiture a été enlevée. Serait-ce une coïncidence ou bien une manière de dissimuler des preuves qui pourraient les accabler? Ce qui est compliqué avec cette enquête, c'est que les policiers n'ont aucune piste et ils n'ont pas non plus de vraies preuves. En plus de ça, les amis d'Alexis ne veulent pas coopérer avec la police. Ils sont un peu flippés parce qu'ils se disent on sait jamais, on a quand même des activités illicites. Donc si on coopère avec eux, peut-être qu'ils vont découvrir des choses sur nous et on n'a pas trop envie. Donc plus loin ils sont de nous, mieux ce sera. Pendant 38 jours, la disparition d'Alexis reste sans réponse. Jusqu'au 18 octobre 2011 où son corps est retrouvé à côté de la rivière Weber. C'est dans une zone reculée du comté de Morgan et c'est près de la sortie de l'Interstate 84. C'est Eric Smith, un membre du groupe auquel Eric Millerberg appartenait, qui a donné la piste à la police.
Alexis Rasmussen a pu être identifié avant même que des analyses ADN soient effectuées, même s'ils les ont faites après pour confirmer. Si elle a pu l'être directement, c'est parce qu'elle avait un vernis qui était fluo, facile de la repérer. Elle avait des bracelets au niveau des chevilles et apparemment ils l'ont vue aussi grâce à sa mâchoire. Elle a été retrouvée en position fétale et la partie inférieure de son corps, donc toutes ses jambes, était dans un sac poubelle. Bien évidemment, après, les médecins légistes de l'UTA l'ont identifiée grâce à ses empreintes digitales et ses empreintes dentaires. Très vite, après la disparition d'Alexis et bien sûr la découverte de son corps, des accusations sont portées contre le couple Millerberg. Au début, il nie tout et petit à petit, Dea, elle se met à dire à la police en fait qu'elle leur avait menti et que si elle avait fait ça, c'est parce qu'elle avait peur de son mari qui était parfois, même souvent, autoritaire avec elle. Et c'est le 31 décembre 2011 qu'elle leur parle et qu'elle leur explique tout. Dans un premier temps, elle admet qu'elle a fourni de la drogue à Alexis, mais aussi à Brenna, l'amie d'Alexis. Elle avoue aussi qu'elle et son mari avaient eu des relations sexuelles avec Alexis et que la nuit de la disparition, ils avaient tenté de faire l'amour, mais en vain. Eric et moi avons commencé à nous embrasser et à avoir des relations sexuelles. Puis Alexis est intervenue. Lorsqu'ils l'ont trouvée morte, c'est apparemment elle qui aurait habillé son corps et qui aurait placé son corps dans une espèce de boîte en carton pour ensuite la transporter dans la voiture. Et pendant qu'ils cherchaient un endroit pour se débarrasser du corps, ils avaient laissé leur fille de 6 ans chez eux, toute seule. Ils avaient emmené leur autre enfant, puisqu'il était plus petit et qu'ils ne pouvaient pas le laisser. Mais la petite de 6 ans qui dormait, ils avaient décidé de la laisser dans la maison et de partir comme ça. Après s'être débarrassés du corps d'Alexis, ils ont jeté son sac à main ainsi que la boîte qui contenait son corps dans une benne à ordures et ils sont allés dans une autre benne à ordures pour jeter le tapis de la voiture au cas où il y aurait des preuves dessus et ils ont choisi 2 bennes à ordures différentes pour un peu éparpiller les potentielles preuves. Le procès de Dea Millerberg a commencé en avril 2012. Elle est accusée d'abus et de profanation du corps d'Alexis ainsi que de mise en danger d'enfants. Cependant, comme elle a témoigné contre son mari le 9 avril 2012, elle a reçu l'immunité de l'État. Ce qui signifie que tout ce qu'elle a dit sous serment dans la salle d'audience ne pourra pas être utilisé contre elle lors de son propre procès. Il était temps et je ne voulais vraiment pas que sa famille continue à vivre cela sans savoir où elle était. Je précise tout de même qu'une fois qu'elle a commencé à témoigner contre son mari, elle a aussi demandé le divorce. En plus des 2 premières accusations qui ont été portées contre elle, Madame Millerberg était aussi accusée de crime au 3e degré relative à l'élimination du corps d'Alexis. Mais bon, les procureurs ont qualifié que son implication globale était assez minime par rapport à celle de son mari. 2 ans plus tard, en juin 2014, Dea Millerberg, qui a 41 ans, plaide coupable devant le tribunal du 2e district d'Ogden à plusieurs chefs d'accusation et aussi à tous les délits de 3e degré. Elle sera condamnée 2 mois plus tard à 3 peines d'emprisonnement qui vont de 0 à 5 ans. Et ça, c'était en août 2014, le 12 pour être plus précise. Pendant ces années en prison, elle a eu un comportement irréprochable. Voilà, elle n'a pas fait de vagues. Elle a juste fait son temps, ce qui a été très positif, ce qui a aussi été remarqué. Donc ils ont décidé de la libérer plus tôt, 1 an plus tôt. Elle a été libérée le 16 octobre 2018 et elle a décidé de refaire sa vie, de reconstruire sa vie et de repartir à 0. Et depuis, on n'a pas réentendu parler d'elle. Eric Millerberg, de son côté, est accusé d'homicide par maltraitance d'enfants, de relations sexuelles illégales avec un mineur, d'élimination du corps et d'entrave à la justice. Pendant le procès, la mère d'Alexis, elle a aussi été un peu accusée de ne pas avoir eu le bon comportement avec sa fille, de ne pas avoir vu qu'elle était en train de plonger dans la drogue. Et elle a même déclaré « Je retourne en arrière encore et encore en pensant à ce que j'aurais pu faire pour rendre les choses différentes ». C'est d'ailleurs le juge Brent West qui a dit qu'elle n'était pas du tout en position d'aider sa fille quand cette dernière en avait le plus besoin. Mais bon, ce n'est pas totalement de sa faute non plus, qu'on se le dise. Et il a bien évidemment accablé le couple Millerberg en disant « Millerberg n'a rien fait pour tenter de sauver cette jeune fille. Il n'a pas appelé le 911, il n'a pas essayé d'appeler la police ou une ambulance, il ne l'a pas emmenée à l'hôpital, il n'a rien fait. Il n'y avait absolument aucune activité de babysitting ici. » Ça, c'était pour suggérer qu'il lui fournissait de la drogue. Bien évidemment, l'avocat de la défense, Randall Marshall, dit que oui, mais c'est pas vraiment de sa faute. Lui, il lui a fourni de la drogue, après elle aurait très bien pu dire non, et
Puis c'est pas de sa faute si elle est décédée. La mort d'Alexis est une terrible tragédie. Le fait qu'elle soit morte ne rend pas Eric Millerberg coupable de quoi que ce soit. Et il a même essayé de retourner la situation et d'accuser Dea Millerberg, son ex-femme, probablement aussi puisqu'elle avait témoigné contre lui. Personne n'a plus de motivation pour mentir que Dea Millerberg, car elle est impliquée jusqu'au cou. Le contre-interrogatoire a été très mouvementé puisque lui, son unique but, c'était de prouver et de convaincre le jury que Dea avait menti. À la fin de son procès, on a vu Millerberg qui a dit les mots « je suis désolée » à Brenna, qui était l'une des meilleures amies d'Alexis. Il a quand même été touché puisque quand il est sorti de la salle, il essayait de retenir ses larmes, mais on sentait qu'il était affecté par la mort d'Alexis et par ce qui s'était passé. Chose qu'on voit quand même rarement chez les tueurs, puisque en général, quand ils sont dans le procès, ils montrent aucune émotion, aucun remords, aucune compassion. Bon, après, lui, c'est pas vraiment un tueur direct, donc c'est peut-être aussi pour ça. C'était pas son but de tuer Alexis. Il voulait juste qu'elle plane, qu'elle kiffe un petit peu. Il l'a tuée, hein, c'est la finalité. Mais c'était pas son but et il ne pensait pas qu'il allait la tuer. Bon, il a quand même rien fait pour l'aider. D'ailleurs, au début, Eric Millerberg avait plaidé non coupable. Il faut quand même mettre les choses en contexte. Comme je vous l'ai dit, il ne l'a pas tué directement, mais c'est quand même lui qui lui a injecté la substance. Et une fois qu'ils se sont débarrassés du corps, c'est lui qui a mis des branches sur le corps pour essayer de le dissimuler plus ou moins. Scott Hadley, qui est juge du 2e district, demande une grosse peine. Au final, pendant son procès, il a décidé de prendre toute la responsabilité. Le 20 février 2014, Eric Millerberg est condamné entre 6 ans et la prison à vie. Il sera incarcéré à la prison de l'État de l'Utah. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont remarqué qu'il avait un tatouage dans le cou où il était écrit Def et apparemment avant c'était écrit DA et il l'aurait changé après qu'il ait divorcé avec sa femme. En 2018, le 23 février, Eric Millerberg a fait appel pour espérer être libéré plus tôt, comme son ex-femme. Cependant, son appel a été rejeté et pour l'instant, il n'est pas question qu'il soit libéré de prison. Voilà, c'est la fin de ce fait divers dans la petite ville d'Ogden. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.